Donc on va passer maintenant sur les revenus fonciers et là on va s'attarder principalement sur la location nue. On va bien séparer en fait la location nue de la location meublée puisque comme on va le voir un petit peu plus tard en fait quand vous louez en meublé, les revenus que vous récupérez de vos locations en loueur meublé non professionnel en fait ne sont pas du tout considérés comme des revenus fonciers et n'ont donc rien à voir avec cette catégorie. Même si je vais les traiter juste après ces revenus fonciers puisque ça va quand même, c'est quand même plus logique de le faire dans ce sens-là. Donc, si vous avez un appartement que vous louez en non meublé, en location nue donc, et que vos revenus fonciers sont inférieurs à 15 000 euros par an, vous avez le choix entre deux régimes, donc le régime micro et le régime réel. Ça se rapproche un petit peu donc, de ce qu'on a vu dans le professionnel jusqu'avant. Au-delà de 15 000 euros, si vous recevez plus de 15 000 euros de loyer par an, vous n'avez plus le choix, vous êtes forcément au régime réel. Donc, au régime micro, comment ça se passe? On va commencer par là, ce que vous allez voir, c'est le plus simple. Donc là, vous allez devoir déclarer vos loyers encaissés, les dépenses qui incombent normalement au propriétaire et que vous avez mis à la charge du locataire, et les subventions et indemnités perçues. Et là-dessus, vous allez avoir un abattement de 30%. Comme sur le régime micro sur les professionnels qu'on a vu juste avant, vous ne pouvez rien déduire d'autre. Vous avez cet abattement de 30% et basta. Si vous avez fait des travaux, des choses comme ça, c'est automatiquement compté dans cet abattement de 30%, vous ne pouvez rien déduire de plus. Si vous passez au régime réel, alors déjà faites bien attention parce que si vous optez pour le régime réel, vous êtes obligé de rester sur ce régime pendant au moins 3 années consécutives. Vous ne pouvez pas changer chaque année, passer un cours réel, un cours micro, un cours micro, un cours réel. Donc là, sur le régime réel, vous allez devoir noter vos loyers perçus, desquels vous allez devoir déduire toutes les charges de fonctionnement en fait de votre logement. Donc je vous en ai listé quelques-unes, la liste est bien évidemment non exhaustive. Encore une fois, vous aurez le lien en description du site des impôts et de l'article qui parle des revenus fonciers et vous aurez plus de détails. Donc vous pourrez déduire les frais de réparation et d'entretien, les travaux d'amélioration comme la rénovation énergétique par exemple, les provisions pour charges de copropriété, donc tout ce que vous allez payer à votre syndic de copropriété, les frais de gestion, si jamais votre location est gérée par une agence immobilière par exemple, les frais que vous payez à l'agence, vous pouvez les déduire de vos loyers perçus. Les primes d'assurance également, donc l'assurance propriétaire non occupant, la garantie loyer impayé, l'assurance emprunteur si vous avez un prêt sur le bien que vous louez. Vous pouvez également déduire les intérêts d'emprunt si vous avez un prêt. Et vous pouvez enfin déduire certains impôts comme la taxe foncière, la taxe d'ordure ménagère, etc. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive. Si jamais, une fois que vous avez déduit toutes ces charges, vous avez un résultat qui est négatif. Par exemple, vous louez un appartement donc à 500 euros par mois, donc ça vous fait 6 000 euros de revenus fonciers, et vous avez fait 15 000 euros de travaux, par exemple, en 2024 dans cet appartement. Bah déjà, juste avec les travaux, vous savez que vous allez être en déficit. Et donc, c'est ce qu'on appelle le déficit foncier. Et on va voir ça sur l'écran, du coup, juste après. Donc, le déficit foncier, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux de construction, d'agrandissement, de transformation, par exemple, ne sont pas déductibles. Donc, uniquement les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation énergétique. Mais si par exemple vous décidez de prendre un logement, de le couper en deux pour en faire deux, ça ne pourra pas vous générer de déficit foncier. Si par exemple vous achetez un local commercial et que vous voulez le transformer en local d'habitation, ça ne pourra pas rentrer dans le déficit foncier non plus. Donc la part du déficit qui résulte des dépenses autres que les intérêts d'emprunt, donc ça déjà c'est un point important, les intérêts d'emprunt ne peuvent pas être déduits de votre revenu global. Mais le reste, oui, c'est déductible de votre revenu global dans la limite de 10 700 euros. Autrement dit, je reprends mon exemple, vous avez reçu 6 000 euros de loyer, vous avez fait 15 000 euros de travaux, ce qui veut dire que du coup, 6 000 moins 15 000, ça veut dire que vous êtes à moins 9 000. Et les 9 000 euros qui restent, vous pouvez les déduire de vos revenus et salaires, de vos revenus pro, de vos revenus de capitaux mobiliers, de vos cessions de valeur mobilière, dans la limite de 10 700 euros. Ou s'il s'agit de travaux de rénovation énergétique, permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C, D au plus tard au 31 décembre 2025, vous pouvez déduire jusqu'à 21 400 euros cette fois-ci, donc le double. Si vos autres revenus sont insuffisants pour absorber ce déficit, c'est-à-dire que vous avez par exemple 21 400 euros à déduire, mais vous avez que 20 000 euros de traitement et salaire et rien d'autre,
le surplus, il est reportable sur votre revenu global des 6 années suivantes. C'est-à-dire que vous pourrez déduire ce que vous n'avez pas pu déduire cette année sur votre déclaration de l'année prochaine. Par contre, la part du déficit foncier qui dépasse 10 700 €, c'est-à-dire, admettons que vous avez fait 50 000 € de travaux dans votre logement et pas 15 000, vous allez pouvoir déduire 10 700 €, mais les 40 000 restants, vous ne pourrez pas les déduire. Eux, ils sont déductibles de vos revenus fonciers uniquement, donc là, pas de votre revenu global, mais bien uniquement de vos revenus fonciers pour les 10 années suivantes. Ça veut dire qu'en gros, si on part du principe de 50 000 € qu'il vous reste 40 000 € à déduire, pendant 4 ans, vous allez pouvoir chaque année déduire à peu près 10 000 € de vos revenus fonciers uniquement. Donc il faut bien que vous ayez au moins 10 000 € de revenus fonciers. Si vous avez que 6 000, vous pourrez déduire 6 000 chaque année jusqu'à que vous soyez arrivé aux 40 000 ou jusqu'à que vous arriviez aux 10 ans et que du coup votre déficit soit perdu si vous ne l'avez pas tout utilisé. Voilà, donc encore une fois, je vous laisse un lien en description qui parlera du déficit foncier, qui parlera des revenus fonciers en location nue, pour ceux qui veulent creuser un peu plus et qui veulent avoir un peu plus d'informations. Le déficit foncier, c'est une option d'optimisation fiscale qui est utilisée par certains, ça peut être intéressant, notamment dû au fait que c'est déductible de votre revenu global, en fait, c'est-à-dire que ça viendra impacter également vos autres revenus, et pas que vos revenus fonciers, mais uniquement l'année où vous allez réaliser les travaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui est utilisé par certains. C'est pas forcément l'optimisation fiscale la plus utilisée, mais il faut savoir quand même que ça existe. Donc on va passer maintenant sur les revenus des locations meublées. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les revenus que vous percevez en tant que loueur meublé non professionnel, donc le fameux statut LMNP, sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux. Ils ne sont donc pas considérés comme des revenus fonciers. Il y a eu un changement sur ce statut, vous en avez probablement déjà entendu parler, mais nous allons ici aborder les règles de 2024, puisqu'aujourd'hui on déclare nos revenus de 2024 selon les règles de 2024, et ce sont donc ces règles-là qui nous intéressent pour cette vidéo. Donc pour être considéré comme loueur non professionnel, il faut que au moins l'une des deux conditions suivantes soit remplie. Donc les recettes annuelles tirées de cette activité par l'ensemble des membres de votre foyer fiscal sont inférieures à 23 000 €, ou les recettes sont inférieures au montant total des autres revenus d'activité de votre foyer fiscal. Ce qui veut dire que tant que vos revenus de location meublée ne dépassent pas 50% de vos revenus totaux ou 23 000 €, vous êtes considéré comme loueur meublé non professionnel. Si vous ne respectez plus ces conditions, vous serez considéré comme loueur meublé professionnel, qui est un statut que nous n'aborderons pas dans cette vidéo, bien que s'il y a des gens qui veulent en savoir plus à ce sujet, encore une fois, vous aurez l'article en description qui parle du statut LMNP, et vous aurez également un lien vers un article qui parle du statut de loueur meublé professionnel. Donc comme ce sont des revenus bénéfices industriels et commerciaux, globalement, l'imposition se passe de la même manière, même s'il y a plusieurs cas de figure. Donc on va prendre le cas général. Donc le cas général, c'est vous achetez un appartement et vous le mettez en location en meublé. Donc en location longue durée, en location courte durée non classée, si vos revenus ne dépassent pas 77 700 € par année ou 188 700 € pour les meublés de tourisme classés, vous avez le choix entre le régime micro et le régime réel. Au-delà de ces sommes, vous êtes forcément au régime réel. Donc ça se passe vraiment comme on a vu tout à l'heure. Et donc pour les locations meublées au régime micro, vous avez un abattement de 50% sur vos revenus et vous ne pouvez rien déduire d'autre. Et au régime réel, c'est votre comptable qui vous fera votre bilan et vous déclarez ce que le comptable vous dira. Honnêtement, pour les gens qui font du loueur meublé non professionnel, il n'y a vraiment pour moi aucun intérêt à être sur le régime micro. À part si vraiment vous avez votre bien depuis 20 ans et que vous n'avez plus aucun amortissement. Parce qu'en fait, on va pas prendre trop de temps là-dessus, mais je vais quand même vous l'expliquer. L'immense intérêt du statut LMNP, c'est que vous pouvez amortir votre bien. C'est-à-dire que vous achetez un appartement à 200 000 €, vous mettez des meubles à l'intérieur, peu importe. On va dire que le tout vous revient à 200 000 €. Et pour faire un exemple très simple, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais c'est vous expliquer le fonctionnement. En fait, votre comptable, il va vous dire, ok, ce bien, on va l'amortir sur 10 ans. Et donc, si vous l'avez payé 200 000 €, en fait, vous avez 20 000 € d'amortissement par année
qui vont se déduire des loyers que vous touchez. Donc en fait, si vous recevez, par exemple, si ce bien en question, vous avez acheté 200 000 euros, vous le louez 500 euros par mois, vous avez d'un côté 6 000 euros de revenus fonciers, de l'autre côté déjà 20 000 euros d'amortissement à déduire. Ce qui fait qu'en fait, grosso modo, pendant les 7 à 10 premières années, vous allez avoir aucune fiscalité sur vos revenus, sur les loyers que vous allez percevoir, puisque rien qu'avec l'amortissement du bien, vous arriverez à effacer en fait les loyers que vous allez recevoir. Et là où c'est avantageux par rapport au déficit foncier, c'est qu'en réalité, il n'y a aucun argent qui sort de votre poche. Le bien, vous l'avez acheté, l'amortissement, vous payez rien pour qu'il se fasse. Quand vous louez en nu et que vous faites du déficit foncier, si vous faites 50 000 euros de travaux, alors effectivement, ça sera déduit de vos loyers que vous allez recevoir, mais les 50 000 euros, vous les avez payés, hein. Vous les avez sortis de votre poche. Hein. Alors que là, l'amortissement, c'est juste un amortissement comptable. Il n'y a aucun argent qui sort de votre poche, mais ça vient malgré tout effacer en fait les loyers que vous recevez chaque mois. Donc c'est le gros avantage du statut de LMNP. Et donc honnêtement, vous avez, enfin je pense que 99% des gens qui sont en LMNP sont au régime réel. Donc ça nécessite d'avoir un comptable pour faire un bilan, etc. Mais rien que cet amortissement vous permettra de ne pas avoir de fiscalité sur les loyers que vous allez recevoir. Bien souvent. Donc il y a un petit peu d'autres cas de figure en location meublée, puisque vous pouvez aussi louer une pièce de votre domicile. Et là, en fait, on va distinguer deux cas de figure. Soit vous la louez occasionnellement, c'est-à-dire vous avez une chambre en trop chez vous, une pièce de votre logement, un studio dans votre garage que vous louez de temps en temps sur Airbnb, par exemple. Soit vous le louez habituellement, c'est-à-dire vous avez un locataire à l'année, par exemple. Donc si vous faites une location occasionnelle d'une pièce de votre domicile, les revenus provenant de la location en meublé occasionnel sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, vous êtes exonéré si vous remplissez les deux conditions suivantes. Vous louez une ou plusieurs pièces de votre habitation principale à des personnes de passage et les revenus perçus ne dépassent pas 760 euros TTC par an. Si vous ne respectez pas ces deux conditions, vous êtes imposé, comme on l'a vu avant au cas général. Si vous faites une location habituelle d'une pièce de votre domicile, vous n'avez pas à déclarer les revenus provenant de la location ou de la sous-location d'une partie de votre résidence principale. Ce dispositif est ouvert jusqu'au 31 décembre 2026. Là où les pièces louées doivent constituer la résidence principale du locataire, cela peut être sa résidence temporaire s'il s'agit d'un salarié saisonnier. Vous devez fixer le prix de la location dans des limites raisonnables. Donc le loyer annuel ne doit pas dépasser par mètre carré de surface habitable hors charge 206 euros en Ile-de-France et 152 euros dans les autres régions. Donc si vous respectez ces conditions, pas d'imposition. Si vous ne les respectez pas, imposition identique au cas général, donc régime micro ou régime réel. S'il y a des gens qui sont très avertis, qui sont spécialistes de la fiscalité, qui regardent cette vidéo, bien évidemment, j'oublie de dire plein de choses et je survole. Hein, je reste vraiment très en surface parce que, pour être honnête avec vous, en fait, j'avais déjà enregistré une vidéo sur ce sujet, mais elle faisait quasiment 2 heures parce que j'étais allé beaucoup trop en profondeur et je me suis dit que j'allais perdre en fait la majorité des gens. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo en restant vraiment en surface et en abordant vraiment de manière générale. Donc c'est normal s'il y a des oublis, c'est normal s'il y a des choses qui ne sont pas mentionnées. Et dans tous les cas, pour ceux qui veulent creuser un peu plus, qui veulent en savoir plus, vous aurez tous les liens qui mènent vers le site des impôts pour chaque catégorie de revenus qui vous expliquera en long, en large et en travers tout ce qu'il y a à savoir.